Laurent Dejean. C'est vrai qu'il ne tournait pas bien rond, Laurent Dejean. Lolo, comme on l'appelait à Bouloc. Il se croyait attaqué par des mouches. Il se promenait dans le village une Bible à la main. Et il avait couvert ses fenêtres de croix en papier pour chasser le diable. Et puis, il racontait de drôles d'histoires. Par exemple, dire qu'il était sous pression ultranucléaire, qu'il avait une force de frappe terrible. Il entend des voix dans sa tête, à telle enseigne que parfois il est obligé de se boucher les oreilles. Et sa sœur s'inquiétait parce qu'il avait un comportement assez violent envers sa mère. Violent, le fou du village? Violent au point de tuer une femme, la joggeuse de Bouloc? Patricia Bouchon a été frappée au visage, étranglée, et elle avait un gant en latex coincé au fond de la gorge. Curieux dossier quand même, cette affaire Dejean. Un dossier sans aveu, sans preuve formelle. Un dossier qui a fait tanguer la justice, au point que des magistrats se sont opposés au renvoi du suspect devant les assises. Il y a des charges qui pèsent sur Laurent Dejean, mais pour autant, ces charges ne constituent pas des preuves au-delà d'un doute raisonnable. Un doute tel qu'à son procès, l'avocat général n'a pas soutenu l'accusation. J'étais dans l'incapacité de prouver sa culpabilité. Fallait-il, parce que c'était la chronique d'une condamnation annoncée, que j'adapte mes réquisitions contre mes convictions? Bouloc, à 25 km de Toulouse. Bouloc, c'est Bonlieu en occitan. Mais ce 14 février 2011, Bonlieu est sous la pluie. Et c'est une Saint-Valentin bien grise qui s'annonce. Comme tous les lundis, Christian Bouchon se lève aux aurores pour aller prendre un avion. Il part travailler toute la semaine à l'autre bout de la France. Je me lève et je vais prendre mon café. Ma femme est partie courir, elle n'est pas encore rentrée, mais je m'attends à la voir dans les minutes qui viennent et elle doit arriver, quoi. Pour Patricia, le jogging, c'est tous les jours et toujours très tôt, de 4h30 à 5h30 du matin. Ça a duré quart d'heure, 20 minutes, quoi. C'était pas son habitude, c'était quelqu'un qui était très carré au niveau des horaires. Et la voyant pas arriver, j'attendais, je m'inquiétais. Et je me suis dit, je vais aller au-devant d'elle. Christian devait déposer Patricia à Toulouse, avant de filer à l'aéroport. Donc je suis parti avec la voiture, je suis monté dans le petit village de Bouloc, hein, vous avez vite fait le tour. Et à ce moment-là, j'ai vu un gyrophare. Et je me suis immédiatement mis dans la tête qu'elle avait eu un accident. Il y avait une petite pompe à essence dans le centre-ville, là, donc je m'arrête. Ma femme connaissait bien le pompiste parce qu'elle le voyait tous les jours, il se faisait un petit coucou, donc je vais le voir et je lui demande s'il avait vu ma femme. Il m'a dit non, non. Et puis là, je lui ai dit, vous avez le numéro du SAMU, des pompiers, parce que là, dans ce cas-là, moi, je savais plus ce qu'il fallait faire. J'appelle et je tombe sur quelqu'un au téléphone qui me dit bah écoutez, elle va se renseigner, etc. On va voir, je vais voir ce qui s'est passé sur Bouloc, je vous rappelle. Bon. Et je suis rentré à la maison et le SAMU m'a rappelé. L'ambulance qu'il a aperçue n'était pas pour Patricia, mais pour une personne âgée qui a fait une crise cardiaque. J'ai pas les heures exactes dans la tête, mais vers 7 heures, j'appelle la gendarmerie. J'avais peur de ne pas être pris au sérieux, de me faire entendre dire faut attendre. Et là, lui, il m'écoutait et il m'a dit oui, bah, je vous envoie une patrouille. J'ai une patrouille sur la région, je vous l'envoie. Je pensais vraiment toujours à l'accident. Elle était dans un fossé, une entorse, quelque chose, quoi. La journée avance. Le nombre de gendarmes grossit. À midi, Christian Bouchon se rend à la gendarmerie de Fronton où Carline, sa fille unique, qui habite Toulouse, le rejoint. Je retrouve mon père. Il me dit que ma mère a disparu, qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Et puis très vite, je suis séparée de lui pour être interrogée. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si ma mère a un tempérament suicidaire,
pour savoir si elle n'avait pas fugué, voilà, si elle n'était pas partie d'elle-même. Et donc, très vite, je leur explique que c'est pas possible. Ça peut être qu'un accident. Je leur explique comment elle est partie, donc en jogging, sans son téléphone, elle avait juste son jeu de clé sur elle. Et c'est là où ils me font voir une carte avec le plan de Bullock pour me demander par où elle passait. Et vraiment, vous êtes idiot quand vous ne savez pas exactement où est votre femme ou où passe votre femme. Au fil des heures, d'autres gendarmes viennent encore renforcer le dispositif. Là, c'est plusieurs voitures qui arrivent, les gendarmes de Toulouse arrivent. Et là, on s'inquiète. Si ça déplaçait autant de monde, ça pouvait être grave, quoi. Et là, la pression continue à monter, très haut. Et la journée passe. Très vite, on tourne en rond à la maison. C'est pas possible, on peut pas rester sans rien faire. Donc, on décide d'aller la chercher. Et donc on parcourt les rues de Bullock, on l'appelle, avec des petites lumières, il fait nuit. Et on a commencé à se rendre compte que sur tous les abribus, il y avait déjà des photos placardées de ma mère. Et c'est à ce moment-là où quand même, vraiment, les choses deviennent réelles. Dominique, les gendarmes prennent tout de suite très au sérieux cette affaire. D'ailleurs, la pose d'affiche ne tarde pas. Il faut dire que la disparition de joggeuses en France, c'est quasiment devenu un genre criminel. Ouais, c'est pas la première fois, Christophe. En 2005, en 2007, en 2009, 3 joggeuses ont disparu en France. À chaque fois, elles ont été retrouvées mortes. Elles avaient croisé la route d'un individu qui était déjà connu, parfois condamné plusieurs fois, et à chaque fois remis en liberté. Alors, on va reprendre les affaires dans l'ordre. 2005, il s'agit de l'affaire Nelly Crémel. Ouais. C'est une affaire d'ailleurs qu'on a déjà évoquée dans Faites entrer l'accusé. Ouais, Nelly Crémel, c'est elle. Elle avait 39 ans. Son corps a été découvert près de Reuil-en-Brie, en Seine-et-Marne, où elle faisait son footing. Parmi ses tortionnaires, un homme qui s'appelle Patrick Gâteau. Il avait déjà été condamné à 19 ans pour le meurtre d'une femme et il était en liberté conditionnelle. Août 2007, deuxième affaire, Martine Young, qui a été frappée à la tête et étranglée, elle, alors qu'elle courait dans un village du Bas-Rhin. Ouais. Auteur de son meurtre, Gilles Weiss, âgé de 21 ans. Il avait déjà été condamné pour viol. Troisième affaire. Troisième affaire, Marie-Christine Audot, violée, étranglée près de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, où elle faisait son footing. L'auteur du crime, Manuel Dacruz, était aussi un récidiviste. Il était condamné à la perpétuité. Et Dominique, une affaire de joggeuse, l'affaire Crémel est à l'origine d'une nouvelle loi à l'époque sur la récidive. Oui, absolument. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle. Il s'est emparé de l'affaire Crémel pour relancer l'un de ses thèmes de prédilection, la question de la récidive. Voilà, à l'époque, il avait publiquement menacé le magistrat de sanctions. Responsable, avait-il dit, de la remise en liberté de l'auteur. Bien sûr, il avait suscité l'indignation de tous les syndicats de magistrats. C'est donc dans ce contexte que disparaît Patricia Bouchon, et pour les enquêteurs, il y a urgence à agir. Une nouvelle disparition inquiétante en France, cette fois dans la campagne toulousaine, celle d'une joggeuse, mère de famille de 49 ans, aperçue pour la dernière fois hier matin. Une centaine de gendarmes mènent les recherches. Le lendemain, mardi 15 février, Bullock est en état de siège. Les hélicos, les plongeurs, les chiens, tout ça arrive et vous êtes là au milieu et on est dans un film, quoi. On est dans un film. Pour moi, c'était pas la réalité, c'était autre chose. Je crois qu'à ce moment-là, déjà, j'étais plus là, en fait. Ça devenait complètement irréel. Alors, Bullock est un petit village tranquille de près de 4000 habitants, dans lequel il n'y a jamais eu aucun problème particulier, de violence non plus. Donc ça, évidemment,
affolé quand même, on peut dire, la population. Il y a eu une onde de choc. Après ceux de la gendarmerie, ce sont les camions de la presse qui débarquent, régionales et même nationales. C'est les questions qui sont sur toutes les bouches aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et quand est-ce qu'on va la retrouver? Une médiatisation qui a un premier impact. Alerté par la radio, un couple de retraités se présente à la gendarmerie en milieu d'après-midi. Ils vont venir indiquer que dans la nuit qui a précédé, ils ont entendu un cri de femme aux alentours de 4 heures du matin, que la dame apparentait au cri d'une bête. Suivi des pleurs d'un homme et qui répétait à plusieurs reprises « Excuse-moi, excuse-moi ». Réveillés en sursaut, les retraités sont allés regarder par la fenêtre. Mais il faisait noir comme une nuit sans lune. Au début, ils ont pensé à une dispute de couple banale, on va dire, puisque les cris se sont interrompus assez rapidement. Le couple ajoute que quelques minutes plus tard, une voiture a quitté l'impasse. Puis le silence est retombé. Les gendarmes foncent sur place, route de Fronton. C'est un chemin caillouteux qui descend en contrebas. Il n'y a pas d'issue, c'est une impasse. D'un côté, il y a 3 maisons et de l'autre, c'est de la végétation. Cette impasse, Patricia Bouchon ne l'aurait jamais empruntée d'elle-même. Pour aller où? Les gendarmes vont trouver à peu près à 40 mètres du début du chemin des premiers éléments, donc des traces de sang. Un morceau de gant en latex, un morceau de doigt de gant en latex, un élastique à cheveux, un piercing et une touffe de cheveux. Ensuite, un peu plus bas, ils vont progresser sur le chemin et environ à 70 mètres, ils vont là retrouver une tache de sang beaucoup plus importante, infiltrée dans le sol, ainsi qu'une boucle d'oreille et une touffe de cheveux. La personne qui m'avait interrogé la veille au soir vient nous chercher. Et là, il m'explique qu'ils ont trouvé dans un petit chemin à l'entrée de Bouloc une grosse tache de sang. Il parlait de plus d'1 litre de sang. Et également un piercing. Et c'était le piercing de ma femme, quoi. Au moment où on nous présente ces objets, ça appartient à ma mère, on les reconnaît de suite. Et je comprends pas, à ce moment-là, pourquoi elle n'y est pas. Pourquoi elle n'est pas à cet endroit-là. Donc là, tout s'écroule. On cherche un corps. Et ça, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Après ces découvertes dans l'impasse, la procédure en flagrance pour disparition inquiétante débouche sur une enquête pour enlèvement, violence et séquestration. Tout laisse à penser que Patricia Bouchon a été agressée sur ce chemin. Est-ce qu'elle a essayé de s'y cacher? Est-ce qu'on l'y a poussée? Comment la mère de famille a-t-elle pu se volatiliser? Au petit matin, les techniciens en investigation criminelle sont toujours sur ce qui ressemble fort à une scène de crime. Mesures, photos, prélèvements, centimètre par centimètre, sur toute l'impasse. Et forcément, les hommes en blanc, ça inquiète, ça jase, ça questionne. Dans tout le quartier. Un couple de voisins s'approche alors pour raconter aux gendarmes que le parterre de fleurs qui longe le mur de leur maison a été saccagé dans la nuit du 13 au 14. Le mari a même remarqué 2 traces de pneus qui n'étaient pas là, et il en est sûr, quand il a jardiné la veille. Et puis les galets de Garonne qui entourent son parterre ont été dispersés, dans tous les sens. Les TIC font aussitôt un moulage de l'empreinte de pneus, tandis qu'au même moment, d'autres gendarmes perquisitionnent la maison des Bouchons. Comme d'habitude, ils saisissent le téléphone et l'ordinateur de la disparue. On
regarde la télé comme tout le monde. Le mari, en cas de disparition de madame, c'est quand même le premier, évidemment. Et donc là, il prenait tous les éléments qu'il pouvait avoir besoin pour chercher. Les chiens ont cherché autour de la maison. Après, il y a eu ces révélateurs, là, sur la voiture, à l'intérieur de la voiture, etc. Bon, dans la fosse septique, partout, ils ont vraiment beaucoup cherché. Mais bon, ils faisaient leur travail, quoi. En fait, je comprenais d'être un suspect, on me l'avait dit. Et puis même, on ne peut penser que ça. Les gendarmes en apprennent toujours beaucoup en feuilletant les photos de famille. Celle des Bouchon montre un couple amoureux. J'ai connu Patricia, on avait 18 ans. On était jeunes, ouais. Patricia, c'était quelqu'un d'entier, qui s'intéressait à tout. C'était une grande travailleuse. Mon travail m'obligeait à beaucoup de déplacements. Elle a toujours suivi, lâché son boulot, retrouvé autre chose, toujours. Ma mère, c'était quelqu'un de très généreux et d'assez attentionné, très attentionné, qui se souciait toujours des autres. Et en l'occurrence, avec moi, elle se souciait toujours de mon bien-être. Et donc, elle était quand même très présente dans ma vie. Elle voulait absolument avoir régulièrement de mes nouvelles. C'est quelqu'un de généreux, d'aimant et de sensible aussi. Carline et Christian Bouchon décrivent une femme très sportive, mais ils parlent aussi des troubles mentaux dont Patricia souffrait de plus en plus. Elle a commencé à avoir des tocs, elle avait une quarantaine d'années. Elle se nourrissait que de fouilles, elle avait beaucoup de carences, etc. Elle était très stricte sur ses horaires, tout devait être parfaitement calé. Jamais de hasard. Le fait qu'elle court comme ça aussitôt le matin, et effectivement, c'était inquiétant. Et en même temps, ma mère a toujours été quelqu'un de très vigilant. Elle a toujours été extrêmement peureuse et donc elle faisait extrêmement attention. La réponse de ma femme, c'est à Bouloc, il ne peut rien se passer. C'est une petite commune du nord de Toulouse, très peu d'habitants. Et à cette heure-là, il y a déjà les éboueurs, il y a déjà les boulangers, il y a déjà... Donc je ne m'inquiétais pas outre mesure. La gendarmerie installe des postes de contrôle sur la route à l'heure où Patricia avait l'habitude de faire son jogging. Avez-vous croisé une femme en train de courir? Vu quelque chose d'étrange lundi matin? Mais Patricia reste introuvable. Le temps est insupportable, enfin, c'est extrêmement long. Avec ma famille, on essaye de errer dans des centres commerciaux pour voir autre chose, essayer de penser à autre chose, mais c'est impossible en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est tous dans un état second. On ne pensait pas à la mort, on pensait à une séquestration, à une grave blessure. Maintenant, on savait qu'il y avait eu bagarre, mais on a toujours un gros espoir qu'on va la retrouver et qu'elle sera blessée, mais que ça s'arrangera. Un espoir que les gendarmes et les habitants du coin ne partagent plus. Personne n'aurait pu imaginer une agression à Bouloc. Donc c'est d'abord cet état de choc et ensuite aussi la suspicion, inévitablement, étant donné que tout le monde pense qu'il peut y avoir un agresseur en face de soi. Dominique, Patricia Bouchon s'est volatilisée sur cette route. Les gendarmes n'ont aucun témoignage à creuser? Il arrive ce témoignage. Il arrive, Christophe, le 19 février. 5 jours après la disparition de Patricia Bouchon, un homme se présente à la gendarmerie de Fronton et il va apporter aux gendarmes un témoignage sur lequel va reposer désormais tout le dossier. C'est qui ce témoin? Il s'appelle Nicolas, il a 22 ans. Il habite Montauban, c'est un chauffeur-livreur qui démarre ses journées tôt le matin. Il raconte que le 14 février,
il a croisé une joggeuse dans le sens Fronton-Toulouse. Lui, avec sa camionnette, venait de sortir de Bouloc. Il regarde sur le tableau de bord de sa voiture, il est 4h22. Il a croisé cette joggeuse juste après le rond-point de l'Intermarché. Il montre l'endroit où il a croisé la joggeuse, ici. Et surtout, il dit aux gendarmes qu'une centaine de mètres plus loin, il y avait une voiture arrêtée au milieu de la route, tout feu éteint. Il faisait quoi? Il dormait dans sa voiture? Alors Nicolas pile pour éviter cette voiture, s'arrête au niveau du conducteur, se pose la même question. Oui. Est-ce qu'il est en train de dormir? Est-ce qu'il a fait un malaise? Et là, pas du tout. Le type dort pas. Il tourne la tête vers Nicolas. Il démarre, tout feu éteint, et il repart en direction de Bouloc et la joggeuse. C'est quoi cette voiture, Dominique? Alors, c'est une Renault Clio de couleur grise, dans une nuance du gris. Nicolas ne se souvient pas si c'est une 3 portes ou une 5 portes. Il se souvient qu'il y a du bazar sur la banquette arrière et il est sûr de lui parce qu'il a la même voiture. Est-ce qu'il peut dire des choses du conducteur? Alors, il donne des éléments. C'est un homme blanc qui est âgé de 30 à 55 ans. Selon Nicolas, il peut mesurer 1m75, 1m80. Il a un bonnet noir enfoncé sur la tête avec les bords retournés et il est mal rasé. Donc, si je comprends bien, le conducteur de la voiture au milieu de la route, là, c'est sans doute le dernier à avoir vu Patricia Bouchon vivante. Oui, absolument. Et les gendarmes vont construire une hypothèse de travail. Patricia Bouchon court à une vitesse comprise entre 6 et 10 km/h. Il lui faut entre 1,30 et 1,50 pour arriver au chemin où elle va être agressée. La Clio se déplace à une vitesse comprise entre 35 et 55 km/h. Il lui faut entre 20 et 24 secondes pour arriver au même endroit. Donc, le conducteur de cette voiture, c'est un témoin clé. Un témoin clé qui ne se manifeste pas. Alors, je vous rappelle quand même le contexte. On ne parle que de ça et ce témoin ne vient pas pousser la porte de la gendarmerie. Donc vous voulez dire que le témoin clé est potentiellement un suspect et qu'on va essayer de le rechercher? Oui, on va établir un portrait robot grâce au témoignage de Nicolas. Le voilà, ce portrait robot. Le procureur va demander à ce qu'il soit diffusé dans tous les services de gendarmerie et de police, mais pas encore au public, pas encore dans la presse. Au bout d'une semaine, les gendarmes ne savent plus où chercher. Dans un sens, dans un autre, ils ont ratissé tout le secteur où Patricia pourrait se trouver. Alors ils se concentrent sur la Clio grise qui aurait croisé la joggeuse ce matin-là. Les gendarmes vont tenter par tout moyen de retrouver cette Clio en recensant toutes les cartes grises des personnes ayant détenu une Clio ancienne génération. Alors sur la commune de Bouloc, bien évidemment, mais bien au-delà, dans le département et dans les départements alentours. Et à chaque fois, ils vont leur faire un prélèvement ADN. Et pas seulement les propriétaires des Clio, ils vont aussi chercher les gens qui auraient utilisé la voiture un jour ou l'autre. C'est allé même assez loin, puisque même le prêtre de la commune, qui avait une Clio, a été entendu à la gendarmerie pendant une journée. Un recensement qui dure des semaines. 120 personnes sont interrogées. Leur ADN est prélevé. Sans oublier les hommes inscrits au FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Rien qu'à Bouloc, ils sont 7. Ils vont tracer l'emploi du temps de ces personnes-là, ils vont passer leur domicile au Blue Star et interroger leur entourage. Ils vont rapidement s'apercevoir que les 7 personnes faisant objet de ces recherches n'ont rien à voir avec l'agression de Patricia Bouchon. Autre piste, les éboueurs. Le ramassage des ordures se fait très tôt le matin. Est-ce qu'un de ces gars n'aurait pas flashé sur cette femme qui courait tous les jours à la même heure? L'un des employés attire l'attention des enquêteurs. Le 25 février, 10 jours après la disparition de Patricia Bouchon, les gendarmes le placent en garde à vue. C'est un individu qui a été aperçu la veille ou quelques jours avant en train de fouiller dans les poubelles. Il est propriétaire d'une Clio ancienne génération correspondant à celle qui a été vue par le témoin. Donc c'est vrai que cette piste est prise au sérieux rapidement. Et lors de la perquisition qui est effectuée chez ce monsieur, on va découvrir des choses qui peuvent être inquiétantes, hein, des petites culottes, des coupures de presse sur l'affaire Patricia Bouchon et d'autres éléments qui intéressent les enquêteurs. Sous le feu des questions, les boueurs passent aux aveux. C'est vrai, je suis fétichiste. La nuit, je vais fouiller les poubelles à la recherche des petites culottes.
Finalement, il s'avérera que le véhicule n'est pas en état de marche, donc il ne peut pas l'avoir utilisé, et son emploi du temps le mettra hors de cause. Le 3 mars, la gendarmerie crée la cellule Disparition 31. 16 enquêteurs vont travailler à temps plein sur le dossier. Mais celle que la presse appelle maintenant la joggeuse de Bouloc reste introuvable, pendant encore 3 semaines. Ce jour-là, le 29 mars 2011, un employé communal de Villematier, une bourgade à 12 km de Bouloc, arpente le secteur. Il est chasseur, il a participé quelques jours auparavant à une battue, lors de laquelle il a perdu son chien. Et ce jour-là, il va être guidé vers cette buse, en fait. Et il voit effectivement une masse sombre immergée. La canalisation se glisse sous la départementale 71. Le chasseur n'est pas équipé. Alors il décide de revenir un petit peu plus tard dans la soirée. À l'aide d'un bâton, il va essayer d'atteindre cette masse. Un corps retrouvé près de Bouloc, en Haute-Garonne, peut-être celui de Patricia Bouchon. Cette joggeuse de 49 ans portait disparue depuis 1 mois et demi. Ce jour-là, je suis à l'hôtel. On me demande de rentrer. On a trouvé quelque chose. Le directeur d'enquête là m'attend à l'aéroport. On récupère ma fille et on va sur place, à Villematier. On se rend compte qu'on passe par des chemins boisés. On est vraiment en race campagne. Il y a des barrages de gendarmes, ils nous laissent passer. Et puis on doit s'arrêter. On voit une tente blanche au loin. Et là, le procureur de la République et la nouvelle chef enquêtrice de la gendarmerie se rapproche de nous et nous présente une basket et l'alliance de ma mère. Et là... Pardon. Et là, on reconnaît son alliance immédiatement, ouais. Ses chaussures, enfin, sa basket. Et mon père s'effondre. C'est encore un moment surréaliste, quoi. Je peux pas croire à ce moment-là que ce qu'on vit soit réel. C'est pas possible. Et là, c'est la fin, quoi. C'est la fin, c'est elle, c'est sûr. Elle est là. Et là, tout s'écroule autour de nous, surtout autour de moi. Carline essaye de tenir le coup. Moi, c'est la fin. On l'a retrouvée, voilà, c'est fini. Voilà. Dominique, le corps de Patricia Bouchon est autopsié. Et ce qui est certain, c'est qu'elle a été violemment frappée. Oui, elle a de très nombreuses plaies au visage, une fracture du nez, fracture du crâne. Les légistes parlent d'un objet lourd, contondant ou tranchant qui aurait provoqué ces blessures. L'ensemble des lésions traumatiques, écrivent les experts, s'est produit de façon quasi simultanée. Ça veut dire que c'est allé très vite et le décès est intervenu en 10 ou 15 minutes. Elle présente également des traces de strangulation. La grande corne gauche de l'osioïde, ce fameux os qui est ici, qui casse quand on est étranglé, cette corne est cassée. Et au fond de sa gorge, on retrouve un gant en latex, auquel il manque 2 doigts. Et souvenez-vous, sur le chemin où Patricia Bouchon a été agressée, on a retrouvé un morceau de gant dans la même matière, caoutchouc. Elle a subi des violences sexuelles ou pas? Alors c'est difficile de le dire parce que le corps est très abîmé. A priori, les légistes disent aucune trace de viol. Mais ils sont prudents parce que Patricia est en partie déshabillée, son pantalon de jogging a été baissé, son t-shirt est soulevé, son soutien-gorge est relevé. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une tentative de viol avortée
ou alors un simulacre, on ne sait pas. Est-ce que les experts retrouvent des traces, des empreintes sur le corps ou sur les vêtements d'ailleurs de Patricia Bouchon? De l'ADN. 3 ADN masculins partiels, un ADN féminin partiel, mélangés à l'ADN de Patricia Bouchon. Mais quand on verse ces ADN au fichier, au FNAEG, ça ne donne rien. Une buse bien cachée sous la route. Ce serait quelqu'un du coin que ça n'étonnerait pas les gendarmes. L'enquête se resserre donc sur Bouloc et ses environs. C'est quand même quelqu'un qui connaît comment il est atterri ici. Sinon, moi je pense qu'il serait plutôt parti vers Fronton ou des choses comme ça, quoi. D'avoir découvert le corps pour la famille, oui, mais découvrir l'auteur également pour l'ensemble du village, je pense. Et ouais, choqués, on est choqués, ça c'est sûr. Hein. Parce que nous, on a des gamins de 12, 13, 14 ans, et ils courent partout, ils vont au stade tous les jours. Après, ça fait peur, quoi. Un petit village comme ça fait peur. La suspicion s'installe et l'enchaînement des gardes à vue ne risque pas de calmer les rumeurs. Plus d'une 40aine de personnes sont arrêtées. Qui a tué Patricia Bouchon? Ces gardes à vue, c'est les montagnes russes. C'est beaucoup d'espoir au début, pendant, et puis au moment où il est relâché, l'espoir s'envole. On se dit, c'est pas grave, ce sera le prochain. Les signalements s'accumulent qu'il faut vérifier un par un. Plus d'une 50aine d'hypothèses sont travaillées, avec des filatures, des surveillances techniques. Ce sont des pages et des pages et des pages de procédures, mais qui finalement ne donnent rien. En fait, ils recherchent une aiguille dans une botte de foin. Le temps passe, et les portes se referment les unes après les autres. Il y a un élément troublant dans ce dossier, c'est qu'on a bien retrouvé de l'ADN. Non seulement on a retrouvé de l'ADN masculin, mais on a aussi retrouvé de l'ADN féminin. Mais on a retrouvé de l'ADN partiel sur le corps de la victime. Forcément, statistiquement, ça va toucher plus de personnes. Et bien là, non, ça ne touche personne. Les voitures de presse et les antennes paraboliques ont quitté la place depuis bien longtemps, mais l'attente est toujours vive à Bouloc. Depuis 2 ans, à chaque Saint-Valentin, les habitants se rassemblent pour une marche blanche. Tandis que le portrait robot de l'homme à la Clio prend la poussière. On se demande pourquoi on ne le diffuse pas pour avoir plus d'éléments, parce qu'on est sur une enquête qui piétine, qui n'avance pas. Et là, ça c'est quand même un élément hyper important. Sous la pression de la famille et de ses avocats, le 13 octobre 2013, 2 ans et demi après les faits, le portrait robot est donc finalement diffusé dans la presse. Et là, évidemment, un portrait robot qui sort sur une petite commune comme Bouloc, ça fait bouger les gens. Hein. Et ça a vraiment fait avancer l'enquête, quoi. En quelques jours, le numéro vert recueille plus d'une centaine d'appels. Et moins d'1 mois et demi plus tard, le 4 décembre 2013, un témoignage sort du lot. Les gendarmes vont recevoir un appel anonyme. Une personne indiquant que Laurent Dejean, qui est un habitant de Bouloc, utilisait à cette période un véhicule Clio ancienne génération de couleur claire, dont il se serait débarrassé. Donc c'est ce qui va attirer l'attention des gendarmes quelques jours après les faits. Tiens donc, une Clio de couleur claire qui a disparu après les faits. Par ailleurs, notre élément important, c'est que ce témoin anonyme va préciser aux gendarmes que Laurent Dejean a un comportement qui a changé du tout au tout, brutalement, après les faits, ce qui a conduit à son hospitalisation en psychiatrie. Ce Laurent Dejean, les gendarmes le connaissent déjà. Comme de nombreux hommes du village, il a été entendu début 2012. À l'époque, une patrouille s'était présentée chez sa voisine. Elle accusait Laurent Dejean d'avoir dégradé sa porte d'entrée et pendant qu'ils étaient chez elle... Ils vont lui présenter le portrait robot dressé par le témoin et cette personne va immédiatement se mettre à trembler. Elle est saisie par la ressemblance avec Laurent Dejean et elle en fait part aux gendarmes. Elle leur montre en fait d'un signe de la main qu'il s'agirait de son voisin du dessus. De fait, quand on regarde bien, Dejean a un petit quelque chose du portrait robot. Mais son ADN n'a pas matché avec celui qui a été relevé sur le corps de Patricia Bouchon. Comme tous les autres suspects,
Dejean a donc été relâché en 2012. Avec ce nouvel élément, la Clio cette fois, Laurent Dejean n'échappe pas à une garde à vue, 3 ans après la disparition de la joggeuse. Les gendarmes veulent vérifier s'il conduisait bien une Clio première génération au moment des faits, et c'est un homme sous curatelle judiciaire qu'ils vont interroger. Parce que Laurent Dejean, il est un peu zinzin. Durant le placement en garde à vue de Laurent Dejean, les enquêteurs vont interroger son entourage proche, donc ses amis, les personnes qu'il fréquente habituellement, sa famille. Et 31 personnes vont être frappées par la ressemblance entre le portrait robot qui a été dressé et le Laurent Dejean qu'ils connaissent très bien, et notamment sa mère, son ancienne petite amie, des personnes qui sont très proches de lui. Beaucoup vont décrire Laurent Dejean comme une personne qui s'emporte, qui peut avoir des accès de colère et qui, par contre, après, redescend assez vite et a tendance à s'excuser. Les gendarmes font immédiatement le lien avec les mots qui ont pu être entendus par les témoins auditifs dans le chemin le soir de l'agression. 36 heures. Les gendarmes cuisinent Dejean pendant 36 heures. Et ses déclarations sont parfois inquiétantes. Il va par exemple dire qu'à ce moment-là, il était sous pression ultranucléaire, qu'il avait une force de frappe terrible. Il y a des mots qui ressortent de cette audition qui sont parfois assez troublants et on ne comprend pas trop où veut en venir Laurent Dejean. Il va se mettre tout à coup à embrasser la photo de Patricia Bouchon en disant à plusieurs reprises qu'il a fait le deuil de Patricia Bouchon, que c'était une très belle femme. Donc c'est vrai que c'est un comportement assez inhabituel. Tout au long de son interrogatoire, Dejean jure qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Patricia Bouchon. Quant à la Clio première génération, il n'en a jamais eu. Alors les gendarmes convoquent ses proches. 37 personnes, témoins, vont confirmer que Laurent Dejean était conducteur habituel d'une Clio ancienne génération, et notamment sa sœur viendra dire qu'effectivement il conduisait ce véhicule à la période des faits. Il va à demi-mot dire que si ses amis le disent, peut-être que c'est vrai, mais qu'il ne s'en rappelle pas. Puis finalement, après, il va revenir sur ses déclarations en disant qu'il n'était pas en possession de ce véhicule. Les gendarmes le relâchent, enfin, pas complètement. Dejean est sur écoute, des fois qu'ils se trahissent au téléphone. Mais rien ne se passe. Alors 5 mois plus tard, le 3 juin 2014, rebelote. Les gendarmes reprennent Dejean en garde à vue. Il leur reste 9 heures pour obtenir des aveux. Et cette fois, Dejean craque. C'est vrai, il a bien eu une Clio première génération, couleur crème. Il ne l'a pas dit plus tôt, parce qu'il n'avait pas les papiers de la voiture. Et puis il ajoute spontanément une étrange observation. Il va également indiquer qu'en passant en voiture, il a remarqué qu'il manquait 2 cailloux de Garonne, 2 galets sur les lieux de l'agression, au niveau de l'entrée du chemin. Et préciser que ces cailloux ont pu être l'arme du crime, en fait, ont pu tuer Patricia Bouchon. Bizarre quand même, cette histoire de galets. Peut-être les élucubrations d'un malade mental? Sur les faits, en tout cas, Dejean reste catégorique. Il n'a pas tué Patricia Bouchon. Faute de preuves matérielles, une fois de plus, la juge chargée du dossier relâche Dejean. Quelques jours plus tard, les gendarmes reconvoquent Nicolas, le témoin qui a croisé la joggeuse et qui a surtout dressé le portrait robot de l'homme à la Clio. Sur une planche photographique, 12 visages. Le témoin désigne le numéro 5, le numéro 8. Laurent Dejean porte le numéro 7. Si Dejean a menti sur la Clio, il peut mentir sur le reste. C'est ce que pensent les gendarmes et le nouveau juge d'instruction. Le magistrat le convoque le 9 février 2015, 4 ans après les faits. Dejean maintient qu'il est innocent, mais le juge le met en examen pour homicide volontaire. Dejean file en prison. L'enquête se poursuit. Mais c'est qui ce Dejean ?
L'homme a 36 ans au moment des faits. 36 ans à Bouloc qu'il n'a jamais quitté. Il est né après 2 filles, ses parents n'étaient plus tout jeunes quand le petit dernier est arrivé. Et de son propre aveu, Dejean était un peu le chouchou de la famille. Il va me parler d'une enfance somme toute assez agréable, avec un milieu familial qui n'est pas perturbé. Et il se décrit comme un enfant un petit peu agité, on dirait aujourd'hui sans doute un peu hyperactif. Il dit qu'il était comme un tigrou un peu violent. À l'adolescence, ça va se confirmer un petit peu, avec surtout des difficultés en milieu scolaire, avec des investissements assez faibles et avec quelques troubles de l'estime de soi, avec des éléments d'affirmation de soi un petit peu compliqués. À Bouloc, on l'appelle Loul, ou Petit Lolo. Son quotidien se partage entre le lycée professionnel et les soirées entre potes, bière pétard, des nuits à refaire le monde et à parler des filles. On se rejoignait souvent chez l'un ou l'autre, à faire des grillades, à discuter, écouter de la musique. À l'adolescence, pas mal fumer les joints, boire des coups, s'amuser. C'était un caractère plutôt gentil, hein, plutôt sympathique, pas bagarreur. Seulement avec quelques sauts d'humeur peut-être, c'est-à-dire qu'il se braquait et qu'il ne fallait pas chercher forcément une logique dans son idée, dans son action. Son discours est un petit peu marqué par ce que l'on appelle la discordance, c'est-à-dire des écarts un peu dans la logique et dans la chaîne des associations d'idées. Dejean rate son brevet des collèges, navigue entre les CAP boulangerie et maçonnerie sans grand succès, jusqu'au décès de son père quand il a 17 ans. Ça a été un drame absolu pour lui parce qu'il était excessivement proche de son père. Ils avaient une relation de complicité très importante. Et ça a été une fracture quand même dans sa vie, qu'il a fragilisé assez tôt dans l'âge. C'est vrai que à partir de cet âge-là, il est parti en vrille plus facilement. On le perdait un peu plus souvent à ce moment-là. C'est après la mort de son père que les premiers troubles psychiatriques apparaissent. Mais Dejean ne consulte pas. Aucun diagnostic n'est posé. Et les relations avec sa mère se compliquent. Laurent vivait avec sa mère dans un appartement qu'il avait créé à côté, dans le garage, et les relations étaient difficiles, conflictuelles. Laurent n'aimait pas trop parler de sa relation avec sa mère, mais on savait quand même que c'était tendu chez lui. Sa sœur s'inquiétait parce qu'il avait un comportement assez violent envers sa mère. Et à un moment donné, elle m'a sollicité en me demandant de lui trouver un logement pour le sortir de ce cadre de la proximité de sa mère. 2 ans avant le meurtre de Patricia Bouchon, Dejean arrive encore à canaliser ses troubles. Il a été relogé et il travaille comme plaquiste chez un artisan de Bouloc. Il est inséré socialement dans ce qu'on pourrait appeler une forme de normalité. Il a un logement, il a une vie amoureuse à peu près classique, il a des petites amies. Il est en proie parfois à des crises, mais il a une existence assez routinière finalement. Sa personnalité est évidemment traversée par la pathologie mentale. Mais en dehors de cela, il est un homme plutôt joyeux, il est un homme qui aime faire rire, il est un homme qui apprécie la plaisanterie et qui aime les relations sociales. Mais cette existence routinière se dégrade. Dejean change de fréquentation, il sort souvent la nuit, consomme de plus en plus de stupéfiants, du cannabis, mais aussi de la cocaïne, des amphétamines. Les dérapages se multiplient. Il commence même à se faire remarquer dans son nouveau quartier. J'ai été alerté par des voisins sur des incantations qu'il faisait le soir avec un livre, la Bible, on ne sait pas trop. Les premières difficultés comportementales voient le jour avec des bizarreries, avec des éléments de troubles importants du comportement qui inaugurent finalement une entrée dans ce que lui va appeler des troubles bipolaires. Vers 2010-2011, le ciel se gâte encore. Dejean commence à entendre des sifflements comme des acouphènes, et puis ce sont bientôt des chuchotements, et enfin, des voix. C'est à cette période que Patricia Bouchon a été tuée.
Les troubles mentaux qu'il a présentés sont des troubles de nature hallucinatoire. Ça signifie concrètement qu'il entend des voix. Dans sa tête, ces voix qui parfois lui donnent des ordres, telle enseigne que parfois il est obligé de se boucher les oreilles pour tenter de maîtriser ses voix, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun effet sur ses productions mentales pathologiques. Cloîtré chez lui, happé par ses idées noires, Laurent Dejean se croit envoûté. Il est attaqué par des mouches, il voit le diable, il recouvre les murs et les fenêtres de sa chambre de croix en papier pour chasser le malin. Le 23 février 2011, 9 jours après le meurtre de la joggeuse, un ami l'accompagne chez une psychiatre pour qu'elle le mette en arrêt de travail. Dejean entame une descente aux enfers. Interné à l'automne 2011, il suit un traitement psychiatrique lourd et se fait oublier. Quand il revient à Bouloc, entre 2 séjours en HP, c'est un fantôme. Il erre de rue en rue. Il devient le fou du village. Sa sœur Martine ne le lâche pas. Elle décide de mettre son petit frère sous tutelle renforcée, allégé plus tard en curatelle. 4 ans plus tard, Dejean est mis en examen à la grande surprise de ses proches. Il n'est pas machiavélique. C'est pas un garçon qui va être capable de faire des choses aussi cruelles et surtout réfléchir à effacer toute preuve. Il y a trop de petits détails qui font que je n'y crois pas. Dominique, la question de la santé mentale de Laurent Dejean est au cœur du dossier. Et j'imagine que le juge a une très longue liste de questions à poser aux experts. Ouais. Mission de l'expert, prendre connaissance du dossier médical de Laurent Dejean, puisqu'il est déjà suivi, l'examiner et vérifier s'il souffre bien d'une pathologie. Un premier médecin parlait d'une schizophrénie paranoïde continue. Après les faits, en 2013, l'expert confirme. Est-ce qu'il pouvait être malade au moment des faits ? Alors le juge pose la question à l'expert, bien sûr, qui lui répond « mais moi je ne peux pas remonter dans le temps pour répondre à cette question ». En revanche, l'expert note que sa décompensation schizophrénique est presque contemporaine des faits de la mort de Patricia Bouchon. La décompensation, c'est quoi ? Alors, pour simplifier, un schizophrène décompense lorsqu'il sort du réel. Et à ce moment-là, il peut faire des bouffées délirantes, avoir des hallucinations ou des crises de violence. Qu'est-ce qui a pu faire décompenser Dejean à la période du crime ? L'expert ne peut pas répondre. Pourquoi ? Parce que Dejean nie les faits. Mais le psychiatre note que la mort violente d'une habitante de Bouloc, pour Laurent Dejean, qui a toujours habité ce village, a pu accélérer sa décompensation. Donc si je comprends bien, le psy ne peut pas dire si Dejean a décompensé parce qu'il a tué, parce qu'il a appris la mort de cette femme, ou d'ailleurs pour autre chose. Au sujet du discernement, est-ce qu'il est aboli ou altéré, on le sait ça ? Sur l'abolition, l'expert ne peut pas se prononcer. En revanche, il ne peut exclure qu'à cette période, le discernement de Laurent Dejean ait pu être altéré dans un contexte de troubles psychotiques débutants. Après plusieurs mois à la maison d'arrêt de Seyss, Laurent Dejean nie toujours son implication dans le meurtre de Patricia Bouchon. Le 18 février 2015, le juge d'instruction l'extrait donc de prison pour le conduire sur les lieux en présence du seul témoin, Nicolas. Une mise en situation de la nuit du meurtre. Laurent Dejean est installé au volant d'une Clio blanche, bonnet sur la tête. Nicolas observe la scène. Et pour la première fois, il précise que le plafonnier de la voiture était allumé. C'est comme ça qu'il a pu voir le visage de Dejean. Le témoin va dire, avec beaucoup de certitude, je reconnais cette personne qui est là devant moi, en l'occurrence Laurent Dejean, à plus de 90%. Donc c'est quand même un élément qui est très fort et qui va finir de convaincre tout le monde. Le problème, c'est que on lui a présenté à plusieurs reprises des planches photographiques pour essayer d'identifier Laurent Dejean. Il ne l'a jamais reconnu. La seule fois où il le reconnaît, c'est quand il n'y a que lui, lors de la reconstitution.
Après ce dernier acte, le juge d'instruction décide de renvoyer Laurent Dejean devant les assises. Mais au parquet général, ça coince. Contre toute attente, les magistrats chargés de l'application de la loi au nom de l'intérêt public font appel de la décision du juge. Ils requièrent un non-lieu en faveur de Laurent Dejean en estimant que les charges retenues contre lui sont insuffisantes pour soutenir l'accusation. En clair, cet homme n'a rien à faire dans le box d'une cour d'assises. Il faut imaginer le choc pour les parties civiles. Ils le vivent très mal, puisqu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, la position est radicalement différente. Depuis le début, ils sont d'accord pour l'incarcérer, pour le mettre en examen, et puis il y a une demande de non-lieu, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. L'un des magistrats du parquet s'en explique. Cette position peut choquer sur le fond, elle peut déplaire à la partie civile. Mais je dirais que d'un point de vue objectif, l'enquête présentait des lacunes. Premier élément qui est troublant, c'est l'absence d'éléments matériels qui relient directement Laurent Dejean au meurtre de Patricia Bouchon. Aucun ADN de Laurent Dejean retrouvé sur la victime, il n'y a absolument rien de cet ordre-là. Aucune preuve matérielle et un seul témoin. Par principe, on sait très bien que le témoin unique est un témoin fragile, quel qu'il soit, quand bien même ce témoin est de bonne foi. Il est très précis, Nicolas, sur les horaires. Il dit être aux abords de Bouloc, devant l'église de Bouloc, à l'entrée du village, à 4h22, très précisément. Et il dit qu'ensuite, c'est à 4h33, 11 minutes après, qu'il croise le fameux véhicule. Or, 1,5 km à peine sépare ces deux endroits. 1 kilomètre que Nicolas aurait parcouru en 11 minutes ? Il y a cette incohérence qui est tout à fait troublante. Il y en a une seconde qui n'est pas mince, qui est la couleur du véhicule, telle qu'il la rapporte. Il va donner plusieurs versions de la couleur de ce véhicule, qui iront du gris clair au gris anthracite, et il va évoluer sur ce point sans qu'on soit capable de dire de manière tout à fait précise, même au terme de l'instruction, quelle était exactement la couleur de ce véhicule. Un témoin fluctuant, reste le mensonge de Dejean sur la Clio, la pièce maîtresse de l'accusation. La question qu'on se pose, c'est de se dire finalement, est-ce que ce seul mensonge, fut-il important, est-ce que ça suffisait, dans le fond, à emporter la conviction de sa culpabilité en l'absence d'autres éléments crédibles ? Je pense qu'incontestablement, les juges de la chambre d'instruction, qui ont toujours pris leurs responsabilités, iront vers un non-lieu, puisqu'encore une fois, il n'y a ni ADN, ni preuve, ni contact direct, que rien ne prouve que Laurent Dejean est le meurtrier de la joggeuse de Bouloc. La défense est sereine. La partie civile espère encore que l'accumulation de coïncidences l'emportera sur l'absence de preuves formelles. 15 jours plus tard, la décision de la chambre de l'instruction tombe. Renvoi accepté. Laurent Dejean doit être jugé. Le procès de la joggeuse de Bouloc s'ouvre devant la cour d'assises de Haute-Garonne le 14 mars 2019, 8 ans après le crime. L'accusée risque 30 ans de réclusion criminelle et la tâche de la cour s'annonce rude. Elle doit juger un homme qui souffre de troubles psychiatriques à partir d'un dossier de 40 000 pages, sans aveu, et surtout sans aucun élément matériel déterminant. Quant à l'accusation, elle sera portée par un magistrat qui n'était pas favorable au renvoi de l'accusé devant les assises. Alors, coupable ou innocent Dejean ? Pour la défense, tous les espoirs sont permis. Quand l'accusé prend place dans le box, cela fait 5 ans qu'il est déjà derrière les barreaux. Laurent Dejean a 39 ans, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et à l'ouverture du procès, dans une salle comble, la famille Bouchon fait bloc. L'enjeu de ce procès, pour moi, c'est qu'on rende justice à Patricia. C'est le plus important et j'ai que ça dans la tête. C'est le moment et j'ai que ce moment. Donc, je suis prêt à tout. Messieurs, bonjour, l'audience est ouverte, là vous pouvez vous asseoir.
Dejean, lui, semble hagard, perdu. Il est très probablement sous l'effet de médicaments assez puissants qui sont destinés à traiter, à soigner les troubles dont il est atteint. Il tient pas notre regard. De toute façon, il nous regarde très très peu. Il est assez absent. Donc il n'y a pas de... J'ai pas d'animosité. Au premier jour, les gendarmes de la cellule Disparition 31 présentent leurs conclusions, chahutées par la défense, mais aussi par l'avocat général. Le directeur d'enquête reste au moins 3 heures à la barre. Et à la fin, l'avocat général conclut « Oui, enfin bon, quand on a fait le tour de la question, on en revient toujours à la même personne, au fou du village qui cite la Bible. » Et c'est cette phrase, en fait, qui sous-entend que, en fait, on n'avait personne d'autre, en réalité. La charge est violente et les enquêteurs sont sonnés. Tout le monde comprend que l'avocat général ne soutiendra pas l'accusation. On a l'impression qu'on a un avocat général qui est littéralement contre nous, que les dés sont déjà jetés, quoi, que le jeu est fait. Qu'il en soit convaincu, qu'il ait cette intime conviction, c'est sa conviction. Qu'il la crache au visage des parties civiles, ça nous blesse. Le lendemain, Christian Bouchon se lève et c'est à l'avocat général qu'il veut dire sa colère. Pour lui, Laurent Dejean n'était absolument pas coupable et n'avait rien à faire là. Et c'est là où je l'ai... je lui ai demandé ce qu'il faisait là, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, il ne faisait pas son boulot, quoi. La douleur de Christian Bouchon, peut-être, lui fait oublier ces données qui sont un peu techniques. Mais l'avocat général n'est pas le directeur de l'enquête. Il n'a pas dirigé la gendarmerie, la police judiciaire et les investigations. Il aborde le dossier tel qu'il se présente, avec ses forces et avec ses faiblesses, et en toute indépendance intellectuelle, dans le seul intérêt de la justice. Après cet échange musclé, le président de la Cour s'emploie à ramener le calme. Les habitants de Bouloc se succèdent maintenant à la barre des témoins. Ce qui, moi, m'a happé dans cette audience, c'est qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un village. Et on a l'impression un peu que c'est pas seulement le procès de Laurent Dejean. C'est un peu le procès de leur village parce qu'il s'est passé un drame terrible et que quelque part ils doivent le justifier. Enfin, ils doivent raconter en fait ce qui se passait dans ce village. Parce que Laurent Dejean est un enfant de Bouloc et que tout le monde le connaît. Chacun a une histoire à raconter. Je me souviens d'une personne qui vient témoigner en disant qu'il possédait un Rottweiler à une époque et que ce Rottweiler était sorti de son enclos et qu'il avait mordu le voisin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fusil et il le tue en une fraction de seconde. C'est assez violent. Donc c'est ce comportement, certains viennent dire c'est un loup. Donc ça montre certaines choses. En fait, il raconte tout, mais ce qu'on entend quand même derrière, c'est que c'est un gamin du village et que il est toujours là pour les autres. C'est quelqu'un qui fait rire les autres. Et ils ont vraiment beaucoup de mal à le voir comme un meurtrier. La personnalité complexe de Laurent Dejean se dévoile. Mais le principal témoin de l'accusation, l'homme qui a identifié Dejean au volant de la Clio et permis de dresser le portrait robot, a maintenant la parole. Quand il arrive à la barre, déjà il coupe court à tout débat, j'ai envie de dire, parce qu'il dit moi je suis très physionomiste. C'est bien Dejean qui l'a vu au volant d'une Clio le 14 février. Il en est sûr à 90%. La défense rappelle donc qu'à 2 reprises, le témoin s'est trompé. Il n'a jamais reconnu Dejean sur les planches photos. Il est incontestable que, encore une fois, on a le sentiment que ce témoin a été fabriqué d'une certaine manière et qu'il a fallu, au bout de 4 ans d'enquête, trouver un coupable. Idéal peut-être, la cour d'assises le décidera. Reste la question de l'ADN. Elle a été au cœur de l'enquête. L'expert en biologie, le célèbre professeur d'Outremeux-Puich, s'avance à la barre. Moi, j'ai fait beaucoup de procès, je ne l'ai jamais vu se déplacer en personne. Ce jour-là, il vient avec ses assistants, il reste 3 heures à la barre. Cette déposition est importante parce qu'encore une fois, c'est celle de quelqu'un qui ne dit pas
Voilà un élément qui désigne quelqu'un, mais voilà un élément qui peut tout de même nous dire qu'un autre peut être éventuellement coupable de ce crime. Le doute s'installe. Alors les avocats de la partie civile abattent leurs cartes. D'abord la personnalité violente de Laurent Dejean. Ensuite sa consommation de stupéfiants, son mensonge sur la Clio et surtout sa schizophrénie qui peut expliquer le passage à l'acte. Les experts psychiatres doivent répondre et le procès change de nouveau de cap. Ce que disent les experts psychiatres, c'est que quand une personne atteinte de cette maladie commet l'acte criminel, c'est le chaos total. Il n'a pas le sang-froid nécessaire pour cacher un corps. Or, le corps de Patricia Bouchon a été enlevé de la scène du crime pour être justement caché et on ne le retrouvera que 43 jours plus tard. La défense remarque des points, mais la partie civile ne lâche rien. On n'a pas un élément de preuve évident et qui saute aux yeux, mais il y a effectivement un faisceau d'indices, des indices concordants, importants, qui conduisent bien évidemment sans aucun doute à Laurent Dejean. Donc vraiment notre objectif à nous c'est ça, c'est que les jurés prennent conscience du fait qu'en fait tout ça mène vers un seul et même individu et qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a pas de zone d'ombre en fait. Il a fait que mentir quand même, il a essayé de s'en sortir, mais il s'en sortait pas. Il ressemblait pas à un assassin, mais qui ressemble à un assassin? Je me souviens notamment d'une phrase de la fille de Patricia Bouchon qui, moi, m'a marquée, où elle dit à Laurent Dejean, elle dit « Mais monsieur Dejean, croyez bien que si j'étais persuadée de votre innocence, j'aurais été la première à vous défendre. » Et quand elle dit ça, on a envie de la suivre. On a envie de la suivre, vraiment. Après 2 semaines d'audience, c'est l'heure du réquisitoire, le moment le plus attendu d'un procès. L'avocat général se lève, il est l'heure de sonner la charge. Ou pas d'ailleurs. J'essaie de dire à la Cour que, dans le fond, incontestablement, il y a des charges qui pèsent sur Laurent Dejean, mais que pour autant, ces charges ne constituent pas des preuves au-delà d'un doute raisonnable. L'acquittement. L'avocat général demande l'acquittement. Uniquement pour cette raison, je leur demandais d'acquitter Laurent Dejean. C'est-à-dire pas parce qu'il était innocent, pas parce que j'étais convaincu de son innocence, mais parce qu'encore une fois, j'étais au contraire dans l'incapacité de prouver sa culpabilité. Le jour du verdict, la salle est pleine à craquer. Laurent Dejean sera-t-il vraiment acquitté du meurtre de Patricia Bouchon? La cour se retire, 6 heures de délibération. En fin de journée, le président prend la parole. Verdict, 20 ans. Quand on entend ce verdict de 20 ans, moi, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment une foule qui crie. Un cri de surprise ou de stupeur. Et Laurent Dejean, qui est dans le box des accusés, qui est complètement sonné. Je me souviendrai toute ma carrière professionnelle et je pense toute ma vie, le moment où on entend effectivement la culpabilité de Laurent Dejean prononcée par la cour d'assises. Et là, c'est une émotion. Oui, mais ça m'émeut encore d'ailleurs. Ouais. On a été au bout. Voilà, c'est l'aboutissement. Et c'était très très fort. Très fort. Je ne suis pas surpris. C'est typiquement un crime dans lequel chacun peut se projeter, peut craindre de retrouver sa mère, sa femme, sa sœur, sa fille. Mais la question que je me suis posée, je me pose encore, mais j'y réponds. Fallait-il, parce que c'était la chronique d'une condamnation annoncée, que j'adapte mes réquisitions contre mes convictions? Dans la foulée du verdict, les avocats de Laurent Dejean interjettent appel. Et un nouveau procès s'ouvre à Albi le 28 juin 2021. Laurent Dejean s'y présente avec un nouvel avocat.
J'avais entendu parler de l'affaire, bien évidemment, qui était une affaire étonnante, puisqu'un avocat général avait requis un acquittement et on se retrouvait avec une décision de condamnation. Donc j'étais dans un état d'esprit un peu perplexe. Et lorsque le procès en appel arrive, le nouveau représentant du parquet général a indiqué qu'elle soutiendrait l'accusation. Laurent Dejean a maintenant 42 ans, il apparaît plus bavard, plus sûr de lui devant la cour d'assises du Tarn. Pour la famille Bouchon, c'est l'espoir d'un procès différent, avec des réponses. Mais dès l'ouverture de l'audience, l'accusé reste sur sa ligne. Il est innocent. Et son avocat d'expliquer que dans ce dossier sans preuve matérielle formelle, la justice a cédé à la tentation de construire un coupable. L'enquête est partie du postulat audacieux qu'elle allait être en mesure de démontrer l'identité du meurtrier parce qu'une personne, sur une route départementale, avait vu le soir du meurtre une Clio blanche, de série 1. Concrètement, un véhicule produit à 4 millions d'exemplaires. L'aberration de ce raisonnement réside dans le fait qu'aucun lien concret et réel et sérieux n'a été fait entre cette Clio blanche et le lieu du meurtre. Donc ça veut dire qu'on est en train de reprocher à un homme une possession de véhicule, un mensonge sur la possession de ce véhicule, alors même que c'est à tort que ce véhicule a été désigné comme l'élément déterminant de l'affaire. C'est un peu kafkaïen, en réalité, hein. La défense avance ses pions, mais que faire des réactions étranges de Laurent Dejean, de ses incohérences, de cette histoire de galet dont Dejean a spontanément parlé en garde à vue? L'histoire des cailloux de Garonne, là aussi, est illustrative du niveau de débat dans lequel on est. Rappelons quand même qu'il est entendu en 2014. Et entre 2011 et 2014, où ces fameux propos incohérents sont relevés par la police, Laurent Dejean a été irrigué d'images et de sons dans les médias. Et lui, 3 ans ou 4 ans après, dans la désorientation qui est la sienne et qui est constitutionnelle de ce qu'il est, il donne aux enquêteurs toutes les informations qu'il peut donner, c'est-à-dire j'ai vu une histoire de cailloux, mais qui correspondait effectivement à une réalité qui avait été évoquée au journal télévisé, et il fait un mélange complet entre ce qu'il doit raconter aux enquêteurs parce qu'il en aurait été le témoin, et ce qu'il a vu à la télévision en réalité. Donc on analyse des réactions curieuses en disant finalement, quelle drôle de réaction. Et ça, c'est un raisonnement qui est évidemment inadmissible. Ce qui m'a fait dire et penser que le système qui avait été appliqué à Laurent Dejean n'était absolument pas un système en termes de charge de la preuve de présomption d'innocence, mais un système inverse de présomption de culpabilité. Et pour finir, la défense fustige une enquête menée à charge. En réalité, à ce stade-là, on peut considérer que Laurent Dejean est poursuivi en raison de ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de fragile qui n'est pas en capacité de s'expliquer, de la part de l'institution judiciaire. C'est d'autant plus critiquable qu'elle s'est penchée sur la situation de Laurent Dejean en dehors de toute circonstance criminelle et a considéré que Laurent Dejean était une personne vulnérable et que le devoir, au-delà de la société, de l'institution judiciaire, était de le protéger et de le placer sous curatelle d'État renforcé. La défense a tout donné et plaide évidemment l'acquittement. Mais au terme de 10 jours de procès, les jurés, comme en première instance, condamnent Laurent Dejean à 20 ans de réclusion criminelle, assorti en plus de 20 ans de suivi socio-judiciaire. Pour la famille de Patricia Bouchon, c'est la délivrance 10 ans après les faits. Ça y est, vraiment, on va pouvoir s'envoler sereinement. Nous aussi, on va pouvoir vivre sereinement. Le plus important pour nous, c'était qu'il soit suivi médicalement. Et là, on ne pouvait pas attendre mieux. Cette condamnation, précisément, je ne peux pas me l'expliquer. Mais je dirais que l'idée qui m'est venue à l'esprit, si j'essaye de comprendre les jurés, c'est au fond la peur du vide. Il y a une antériorité déjà de condamnation. C'est plus facile peut-être de dire je confirme ce qui a déjà été décidé par d'autres
Et je ne me retrouve pas confronté dans la situation de laisser des gens qui ont souffert sans réponse judiciaire. Dans une ultime tentative pour sauver son client, la défense de Laurent Dejean a déposé un pourvoi en cassation. Pourvoi rejeté. Laurent Dejean aura 44 ans quand, en principe, il pourra commencer à demander une libération conditionnelle si sa santé mentale le lui permet.